j'aimais manger. Je savais que le cuisinier, il n'achète pas, il mange. Je jumelais et mes études et les week-ends en service traiteur. Si tu peux trouver à 30, 40 000 le week-end. J'écoutais tout le monde. J'avais pas de préjugés sur tel ou tel. Je ne l'aimais pas. Non. Pour moi, je suis là pour apprendre des autres. D'accord. C'est en ce moment que j'ai fini par dire, mais et si j'en faisais mon métier? Ce qu'on me servait, je ne mangeais jamais. Mais ce qu'on me dit que c'est pour ma petite soeur ou bien c'est pour ma grande soeur, ça, je vais aller manger. Pas un premier plat réussi, mais des échecs marquants. Celui qui commence toujours quelque chose, pas plus d'échecs, aura plus de réussite. Ils sont cuisiniers à ma maison, ils sont contents de ce que je propose. Ça veut dire qu'au dehors, je dois prouver le meilleur encore, il n'y a pas de problème. À chaque fois, demander, quand tu me dis c'est pas bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans le plat? Dis-moi. Et quand tu me dis je note, je retourne, je réfléchis, j'ai mis tel. On m'a dit ça ne marche pas. Ok, je vais mettre tel, préparer, te faire goûter. Après 6 mois, les gens commençaient par aimer ce que je te proposais. Et qu'est-ce que les gens disaient? Toi, tu as fait une formation sur le tas. Tu n'as pas fait école. Ok. Tu n'as pas fait une centre de formation. D'accord. Le seul avantage que tu avais, c'est que tu as la main. Avant cette époque, quand j'allais, j'étais le gars où, oui, je sais préparer, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir. J'ai fait une formation sur le tas, d'accord. J'ai fait aussi école et je mérite le respect. Maintenant, avec l'ancienneté que j'avais, je peux être ton patron. Mais quand tu viens à la maison, tu veux dormir, on te dit, monsieur, on veut te parler. Les enfants disent, papa, on veut te parler. Et finalement, tu te retrouves entre 2 épines qui te demandent d'être le meilleur. Choisissez. Parce que si vous ne faites pas le choix d'être le cuisinier qu'il faut, vous allez dire demain, j'ai fait une formation en cuisine, mais je ne suis pas cuisinier. Pourquoi? Quand tu crois en ce que tu fais, tu ne peux qu'être le meilleur. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Mon Parcours, une émission qui met en valeur les hommes et les femmes qui bâtissent l'Afrique, ceux-là qu'on ne voit même pas. Au cours de cette émission, nous allons les chercher pour vous et nous les mettons en lumière. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui a marqué la gastronomie à Cotonou sans souvent même que vous ne le sachiez. Si vous avez déjà mangé dans un des restaurants les plus chics de Cotonou, il est fort probable que vous ayez déjà goûté à un plat inspiré ou conçu par lui. Des tables les plus chics de Cotonou jusqu'aux assiettes des personnalités, son talent a déjà séduit des députés, des ministres et bien d'autres. Aujourd'hui, il est le manager culinaire de plusieurs grands restaurants de la ville. Mais avant d'en arriver là, il a un parcours inspirant à partager avec nous. Alors Jean-Roland, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Alors, peux-tu déjà te présenter à nous? Déjà, je dis merci de m'avoir invité sur votre émission, consultant M. Alban. Tant qu'il y aura des canaux pour permettre de mettre en visibilité chacun de nous, il y aura toujours de la matière pour la génération de demain. Merci. Je vous dis un grand merci pour ça. Ici, c'est chef Jean Roland, à Boba, à l'état civil, père de famille, né d'une mère commerçante et d'un père mécanicien. Merci. Alors, tu peux déjà nous dire où es-tu né et où est-ce que tu as grandi? Je suis né à Cotonou. Ah bon, d'accord. Je suis né à Cotonou. J'ai grandi à Sikekodi, au centre-ville de Cotonou. Quels sont les souvenirs d'enfance qui t'ont le plus marqué? Ou un souvenir d'enfance qui t'a marqué? J'aimais manger. Souvent, papa, aujourd'hui père à son âme, il avait l'habitude de dire il faut manger ensemble. Donc quand on mangeait ensemble, souvent
on était deux garçons ou un garçon et une fille à manger ensemble. Je voulais toujours être celui qui mange le plus. D'accord. Toujours. Et pour ça, papa me tapait toujours. Après. Ah, ça. Donc, s'il s'agit de la bouffe, c'était quelque chose que j'adore énormément. Je détestais tous les travaux domestiques, mais j'aimais manger. Également, moi-même, j'aimais manger. Et tu sais, entre enfants, si je viens et je te demande, donne-moi ce que tu manges, là, tu refuses. Ah, il faut t'attendre à ce que je t'assomme avec ta nourriture. Tous mes frères sont au courant de ça. Ok, là, d'accord. Y avait-il une influence culinaire dans ton entourage, dans ton adolescence? Oui. D'abord, il y avait mon papa qui faisait chaque week-end la fête à la maison. On se déplaçait tous de Cotonou vers Ouidah. Il avait une ferme. Donc on allait là-bas, il y avait la friture, accompagné d'un peu de tout, on dégustait. J'avais également deux autres aînés, aînés qui étaient dans le domaine. Deux autres aînés à ton papa? Oui, à mon papa. Qui étaient aussi déjà dans le domaine de la cuisine? De la cuisine. D'accord. Quand as-tu découvert ton intérêt pour la cuisine? Juste après mon CEP, mon papa disait il faut continuer pour devenir comptable. Mais du moment où j'avais souvent mes grands frères qui venaient à la maison, ils amenaient croissants, des petits trucs, des petites viennoiseries, des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de manger, sauf quand papa avait invité ses amis cuisiniers de l'Europe vers le Bénin pour venir faire des trucs. Donc je me suis dit, au lieu de chaque fois partir là-bas, je préfère m'accrocher, avoir accès à ce que j'aime le plus, manger. D'accord. Donc l'idée de base, c'était de pouvoir manger sans payer. Parce que j'étais adolescent, je savais que le cuisinier, il n'achète pas, il mange. Il mange. Donc pour moi, en faisant ça, je pouvais manger tout ce que je voulais sans payer la facture. Et tu n'aurais pas eu de problème. De problème. Quelle anecdote d'enfance. C'était ça l'idée de base. D'accord, d'accord. Alors, quel a été ton premier vrai parcours avec ce métier? Premier vrai parcours, j'ai démarré d'abord dans le service traiteur. D'accord. Dans le service traiteur. Et ça se passait comment? Je jumelais et mes études et les week-ends en service traiteur. En service traiteur. Et c'est toujours ici à Cotonou? Toujours ici à Cotonou, à Zogbo. D'accord. Et ça donnait à l'époque? Oui, ça donnait. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, en ce temps-là, beaucoup de jeunes allaient vers là, juste pour tenir les week-ends. Tu peux te faire un peu d'argent de poche, un peu d'argent. la semaine. Oui, on s'en faisait suffisamment. Tu peux te retrouver entre vendredi soir, une dîner de vendredi soir, un déjeuner de samedi et un dîner de samedi soir. Tu peux te retrouver à 30, dimanche soir aussi, tu peux te retrouver à 30, 40 000 le week-end. Wow. 30 à 40 000 de week-end. Payés directement par la restauratrice. Et aussi les à côté, les pourboires donnés par les invités de marque qui venaient. Là, j'apprends quelque chose. Et tranquillement, à des moments donnés, vous pouvez même vous retrouver à 50 000. Ah, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et qui est très intéressant, inspirant d'ailleurs. Il y avait des week-ends où tu peux te retrouver à 100 000. Après 3 jours, c'est-à-dire, tu finis le cours à 17 h. À 18 h, tu es déjà habillé. Tu es dans la cuisine, servi, préparé, géré, tout ça. Et je m'en souviens, j'ai eu la chance aussi de connaître des gens qui étaient des grands frères à nous dans le milieu, dans le quartier. D'accord. Et ce sont eux, à l'époque, qui vous trouvaient les petits jobs. Ces négociations-là de... C'est eux, paix à son âme, chef Luc. Il était à Saint-Hérita. C'est lui, le premier qui a cru en moi. Donc c'était ton premier contact dans ce métier? Qui m'a ouvert des portes où aujourd'hui j'en profite énormément. D'accord. Alors, tu peux nous raconter une anecdote marquante, c'est-à-dire ton premier plat, une réussite ou un échec marquant? On va d'abord partir par les réussites. Alors, le premier plat marquant, voilà. 2004, donc fin 2004, début 2005, on est allé pour
3000 personnes, 3000 couverts Wow. à Wassa Peanco, C'était au cours de quel événement? mariage. Wow. 3000 couverts. Oui, 3000 Wow. couverts. Mhm. 3000 couverts. Et là, on devait préparer entrée, résistant, dessert. Je dois m'occuper des entrées, je dois m'occuper également du dessert. Toute la nuit, j'étais resté à la cuisine, dans les fourneaux, j'ai géré. Et quand on a fini, le lendemain à 7 heures, j'étais déjà en train de découper les fruits, les présenter sur... Alors, quand on doit donner à manger à près de 1000 personnes, 2000 personnes, comment ça se passe? Comment on fait? Là, la cuisine qu'on fait est généralement une cuisine de maison. Ce n'est pas une cuisine raffinée, mais tel que D'accord, c'est fait, c'est sophistiqué, mais pas raffiné. d'accord, d'accord, Parce que pour le raffiner, il faut plus de temps. d'accord. Et du moment où il y a du nombre et que c'est pas service à l'assiette, c'est des choses que plus tard j'ai compris. Mhm. Parce que moi j'étais juste un jeune cuisinier, j'étais là, donc on me disait fais ceci et je le faisais. Je Ce qui comprends. m'a aussi permis aussi de beaucoup apprendre, c'est que j'écoutais tout le monde, j'avais pas de préjugés sur tel ou tel, je ne l'aimais pas, non. Pour moi, je suis là pour apprendre des autres. D'accord. Vous avez vos histoires, moi, les êtres humains ont toujours des préférences l'un pour l'autre. Moi, je regardais toujours qu'est-ce que je dois acquérir en étant à côté de lui. Alors, et donc, finissons l'histoire. Il fallait nourrir 3000 personnes et la nuit, tu t'es affairé à préparer À cuisine. à la cuisine le lendemain. Et comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est passé? On a Raconte-nous. commencé déjà à partir de midi, on a commencé déjà par le découpage des légumes, c'est-à-dire la mise en place. D'accord. On a fini ça vers 22 heures, on est parti se coucher, on s'est réveillé à 3 heures. D'accord. À 3 heures, tous les fourneaux étaient activés. Et on a commencé par préparer tous les mélanges qu'il fallait faire parce qu'il fallait présenter une entrée froide et une entrée chaude. Mhm. Donc, on a préparé tout ça, filmé, dressé. Déjà à 6 heures, 7 heures, on avait déjà fini ça. La cuisine et voilà. Et après, les plats résistants, il y avait des bonnes dames avec nous pour pouvoir, parce que c'est souvent des mets africains. d'accord. Pour le service traité au Et Bénin. à cette étape-là, c'est-à-dire tout s'est très bien déroulé et tu t'es C'était- satisfait et tout le c'était- monde a aimé. À la fin, j'ai eu des félicitations énormes. C'est en ce moment que j'ai fini par dire, mais et si j'en faisais mon métier? Ok. Sinon, jusqu'à ce moment, Mhm. je continuais toujours mes études. D'accord. Ah bon, donc là, tu faisais des études et tu apprenais des autres et c'est comme ça tu t'es retrouvé face à ce marché-là marché-là. que tu as exécuté et après, à la fin, c'était waouh, les gens ont admiré et là, tu t'es dit, pourquoi je n'en fais pas un métier? Quelle belle histoire. Merci, chef Jean-Roland. Alors, dis-nous, en dehors de ça, quel a été un autre moment? Je ne veux pas parler de ton adolescence, mais un autre moment, nous ne sommes pas encore au moment professionnel, parce que là, c'est au moment où tu étais en train de te chercher, vouloir faire le métier, ou comprendre entre le métier et la passion, qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est en ce moment-là que tu t'es découvert. Oui. Voilà. Alors, en dehors de ce moment où tu as servi 3000 plats, à quel autre moment, voilà. D'autres faits qui m'ont marqué, c'est un peu peut-être d'être sous-estimé pendant ce temps, Non, tout au départ. tout au départ. Donc, quand les gens t'appelaient et que tu allais et ils voulaient te confier des grandes responsabilités, ils se disaient, ben, est-ce que tu peux vraiment? Parce que j'étais très jeune. Au vu du talent que j'apportais chez les gens, quand on me voyait, on disait, mais il est jeune. Est-ce que tu peux vraiment? Alors, toi, tu étais sûr de toi. Tu étais sûr de tes doigts. Ça, c'est très bien. Alors, ça, c'était des événements qui t'ont marqué positivement. Alors, quels autres événements t'ont marqué négativement? J'en ai plein. Les événements qui m'ont marqué négativement, ça part un peu de mon enfance. Raconte-nous. Raconte-nous. On veut savoir. Je tiens d'abord à faire un petit coucou à une de mes tantes. On l'appelle affectueusement Lometo. Ah, le mettons. Oui, c'est une dame. Le mettons, on te fait un coucou. C'est une dame qui, malgré tout, elle était comme une mère pour nous tous.
tout ce qui est mets africain, elle le faisait très bien. Parce que les gens quittaient, comment je vais dire, les gens quittaient zone administrative pour venir à Sikekodji Golf FM pour manger, chez elle. D'accord. Ah si, je comprends. Lométon, elle vient de Lomé. Oui. Donc c'est une Togolaise. Alors qu'on reconnaît aujourd'hui que les Togolaises préparent très bien. Super. Ma maman vient de Anéro aussi. Donc voilà, je confirme ce que tu dis. Donc tout ce qui est le moyo, mets africain, elle les faisait. Et j'ai été imprégné un peu plus avec elle aussi. Tout ce qui est mets africain. Alors, et quel a été l'instant marquant que tu as eu qui a été un peu choquant aujourd'hui par rapport à cette histoire-là? Oui. Enfant, j'étais le grand frère ou le petit frère qui taquinait tout le monde. D'accord. Qui prenait pour acquis ce qui appartenait à mes frères. Ok. Donc, les plats de ton frère étaient ton plat. Voilà. Ce qu'on me servait, je ne mangeais jamais. Mais ce qu'on me dit que c'est pour ma petite soeur ou bien c'est pour ma grande soeur, ça, je vais aller manger. Ah, ça, d'accord. Ça, c'était toi, à l'enfance. Et après, voilà, tu as grandi et comment on te voyait dans le quartier? Comment tu faufilais en tant que jeune dans le quartier à cette époque-là? Voilà. Bon, disons que bon, j'ai grandi un peu Sikekodji, Zobo et DJ Aïdjedo. Parce que papa avait plusieurs maisons, donc on pouvait rester ici cette année, l'année prochaine se déplacer dans l'autre maison et rester avec nos mères, parce que mon papa il est polygame. Ah, d'accord. D'accord. Alors, donc, quel est le souvenir qui t'a le plus marqué dans ton enfance? On n'a pas. Oui. Très jeune, quand j'étais enfant, je pense que ma tante m'a surnommé chef quartier. Ok. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un venait louer dans la zone, que ce soit marié ou jeune fille, je savais toujours qui étaient les nouveaux venus. Okay. Et qui sont ceux qui sont partis. Donc souvent quand on est en train de chercher quelqu'un dans le quartier, quand les gens viennent de qu'on est en train de chercher telle personne, souvent on dit okay. Est-ce que tu connais les nouveaux venus dans le quartier? Et c'était toi qui les retrouvais toujours. Ah, d'accord. Ça, c'était les souvenirs d'enfance. Qui m'ont marqué très positivement parce que c'est une époque où je me souciais de rien. Je me souciais pratiquement de rien. Moi, c'était le matin, me lever, manger, m'amuser, me promener, le soir revenir me coucher. S'il y a à l'école, d'aller à l'école. C'était ça. D'accord, je vois bien. Alors, dis-nous, quand as-tu découvert ta passion pour la cuisine? Je dirais à partir de 17 ans, 18 ans. Mon premier vrai contact avec ce métier, ça a commencé à 14 ans et demi, 15 ans. Waouh! À 15 ans, ouais. Tu faisais déjà tes premiers plats? Alors, ça se passait comment? Raconte-nous. Parce qu'on est là pour écouter ton parcours aujourd'hui. À 15 ans déjà, il y avait le chef Luc qui nous donnait des opportunités. Parce que j'ai commencé déjà à 14 ans et demi, j'avais une taille. J'avais de la taille, donc j'avais commencé déjà par le service traiteur. J'allais, j'aidais, et au retour, on me payait de l'argent. Combien? Chaque journée, tu pouvais gagner entre 4 000 et 5 000. D'accord. Si c'était un déjeuner. Si c'est un dîner, tu pouvais gagner entre 7 000 et 8 000. Et ce qui se passait en ce temps, celui qui t'a trouvé le marché, quand tu finissais là, tu dois donner un pourcentage. D'accord, je comprends mieux maintenant. Donc, celui qui donnait plus de pourcentage avait plus d'opportunités. Tu vois. Mais comme moi, c'était juste sortir de la maison, éviter papa. À l'époque, éviter que papa soit là ou maman soit là, dit fais-moi ceci, fais-moi cela. Je leur disais, je vais aller travailler avec mes amis et j'allais. Ah, ça me permettait de m'évader de la maison. Et puis aussi de te faire un peu de sous. Et qu'est-ce que tu faisais avec l'argent à l'époque? J'allais, en ce temps-là, il y avait les clubs de cinéma. Donc, j'allais me distraire, il y avait les clubs de baby, tout ça. Et puis voilà. Les choses de mon âge. Voilà, c'était les trucs de la jeunesse. Oui. D'accord. Alors, tu peux nous raconter une anecdote marquante, un premier plat réussi ou un échec marquant? Pas un premier plat réussi, mais des échecs marquants. D'accord. Et
Aujourd'hui, je vais expliquer, je vais venir dessus, mais je vais dire, aujourd'hui, je comprends mieux beaucoup de choses. Celui qui commence toujours quelque chose, pas plus d'échecs, aura plus de réussite. D'accord. Donc celui qui fait un métier aujourd'hui, qui échoue une première fois, il échoue une deuxième fois, il échoue une troisième fois, en réalité, ce n'est pas un échec, c'est une formation. Et donc, il doit avoir le courage de cette résilience-là, de reprendre, De recommencer de à zéro recommencer. Et ainsi, il sera meilleur demain. demain. Alors, raconte-nous l'histoire, Ok. ce qui s'est passé avec toi. Déjà, à la maison, il y avait des fois, j'avais envie de... Quand j'ai commencé le truc à partir de 14 ans, 15 ans, à aller dans les services traiteurs avec les structures peut-être qui existent encore aujourd'hui. Il y a MGM, il y a La Riviera, il y a La Maquise, il y a chez AD. D'accord, les grands restaurants de Cotonou. Cotonou. Je circulais par là en ce moment. D'accord. Donc quand je venais à la maison, souvent j'avais envie de reproduire ce que j'avais vu là-bas. Ok, je vois, je comprends mieux. Parce qu'à cet âge, je n'étais pas encore cuisinier. J'étais serveur parce que c'était facile de devenir serveur en ce moment. Serveur et se fait un peu de sous. Donc quand je viens à la maison, en voulant reproduire, je n'avais jamais le résultat exact. Ok. Et j'ai mon frère, Romiad. Lui aussi, il est cuisinier comme moi. D'accord. Et il a l'habitude de se moquer de moi. Ah, ça. C'était la Et il disait quoi? Les mots. Qu'est-ce qu'il disait pour se moquer de toi à l'époque? Tu ne sais pas préparer. Ah. Tu ne peux jamais le faire. Tu es trop nul. Waouh. Quand il prend la sauce, le gars fait comme ça. Tu vois? Ça, c'est pas une sauce, ça, c'est de l'eau. Donc, ça me choquait en tel enseigne que je lui ai dit, un jour, tu vas me féliciter. Wow. Un jour, tu vas dire, tu es le meilleur. Waouh. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça, c'était une époque qui t'a marqué. Et par la suite, dans cette époque-là, à ce moment-là, quel est le moment où tu as quand même réussi à faire un premier pas? Dans cette période, c'est souvent en famille que je préparais. Donc, à partir de 16, quand j'ai eu à mes 16 ans, j'ai dit à mes frères, bon, venez à la maison, on était à Fifadi. Venez à la maison, je vais faire la cuisine pour vous. J'ai voulu faire le dacouin, ça n'a pas réussi malheureusement, mais j'ai fait une sauce tomate. Et je m'en souviens très bien, mon frère Romiad et mon grand frère, mon aîné, Pierre, ils m'ont félicité, ils m'ont dit, finalement, tu y es arrivé. D'accord. Mais on t'a bien saboté, on t'a bien insulté. C'est ça, ok. Et donc, à entendre ça, tu as finalement dit oui. Si eux, ils sont capables de me féliciter, après tant d'années de moquerie en disant tu es nul, tu ne peux pas le faire, ça veut dire que quand je vais m'exporter vers le dehors maintenant, je suis sûr que je serai... Tu vas atteindre des résultats. Parmi les meilleurs. Ok. Alors, donc c'est à partir de ce moment-là que tu t'es décidé pour devenir cuisinier. Oui. Alors, quel a été officiellement ton parcours? Comment tu es rentré dans la cuisine? D'abord, ce métier-là. D'abord, à partir de 16 ans, à cet âge-là, j'ai discuté avec mon grand frère et je lui ai dit, bon, voilà ce que je veux faire. Et le deal en ce moment, pour pouvoir convaincre mon papa, c'était que je continuais les études, mais que je dois faire ma formation en parallèle. Ok. Donc, quand j'ai démarré, je le faisais en semaine et je devais faire aussi les cours du soir pour continuer mes études parce que papa n'était pas d'accord. Pour lui, tu laisses les études. Pour lui, il n'y a pas question qu'un de ses enfants n'ait pas minimum le bac. D'accord. Dans sa maison, tout le monde doit d'abord avoir le bac. Quand tu as le bac, c'est le minimum pour lui. Il se dit, avec ça, tu dois pouvoir réussir ta vie. Et à ce niveau, moi, je voudrais placer une virgule. C'était bien. Et c'était comme ça nos parents pensaient. Alors qu'aujourd'hui, il existe des lycées où juste après ton CEP, dès que le parent ou l'entourage remarque un génie en toi, au lieu de te laisser faire ce long cursus-là, on pouvait t'envoyer directement dans un lycée pour te faire former. Et comme ça, tu aurais gagné en temps et en énergie. Voilà.
C'est ce qui se passe et on va dire merci à nos dirigeants qui ont eu cette délicatesse-là de construire aujourd'hui des lycées et des écoles un peu partout pour permettre aux jeunes déjà de recadrer les jeunes vers ces secteurs-là porteurs. Et vers ces secteurs porteurs. D'accord. Alors, quel a été ton plus grand défi dès la base? À mes débuts, c'était surtout d'ordre organisationnel. Comment je n'arrivais pas à jumeler, c'est-à-dire études parallèlement à ma formation. D'accord. À un moment donné, ça a pris le pas. Parce que quand j'ai fini la formation, à partir de 2004, j'ai commencé par exercer. J'ai eu mon premier job officiellement, restaurant Fiesta Food. Oui, il y a une partie qu'on a omis. Tu allais au cours, tu devais avoir ton bac, c'est que ton papa voulait. Tu l'as eu finalement. Oui. Tu as eu le bac et pendant ce moment aussi, tu allais au cours et tu te formais. Et tu t'es formé où dans telle école? Moi, j'ai fait plus une formation pratique. D'accord. Au début. Au début. Parce que ce qui était conseillé en ce moment par les parents, c'est que tu te formes auprès de quelqu'un pour avoir la main de ce dernier. Et si je me rappelle, à cette époce, il n'y avait pas aussi d'école. Non, il y avait seulement de la gastronomie ici. Non. Il y avait seulement 2 ou 3. C'était pas des écoles, c'était des centres de formation. Et il y avait chez Dora et Laura Vittoria qui formaient, mais où les parents payaient très cher également. Et quand j'ai fini la formation en 2006, je suis allé au BPC, ça n'a pas pris. D'accord. Toujours parce que je n'arrivais pas à jumeler et formation professionnelle et formation académique. D'accord. Les deux, je n'arrivais pas à les jumeler. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À un moment donné, pendant 1 an, j'ai d'abord su soi. Tu as arrêté mes études. D'accord. Pour me concentrer sur ma formation. Parce que, étant donné que je voyais l'ampleur que ça prenait, je voyais qu'il y avait souvent... La majorité des restauratrices en ce moment, ce n'étaient pas des gens qui étaient formés dans le domaine. D'accord. Mais c'était des gens qui avaient du relationnel. D'accord. Donc, qui faisaient appel à des professionnels. Donc, moi, mon but, c'était d'être un professionnel pour qu'on me fasse appel. Ah, là, je comprends mieux. Vous êtes une entreprise ou un exploitant agricole. Vous intervenez dans la chaîne de valeur agricole, production, transformation ou la vente des produits agricoles. Vous existez depuis plusieurs années. Vous travaillez, vous investissez, vous vous battez chaque jour. Et pourtant, vos résultats ne suivent pas. Vos chiffres tournent en rond et vous sentez que vous n'avancez pas. Ce que je vous propose, ce n'est pas une simple observation. C'est un diagnostic stratégique et structuré. Un regard extérieur, professionnel qui vient analyser votre fonctionnement. Identifier ce qui vous freine et vous proposer des solutions concrètes. Parce que parfois, vous avez besoin d'un œil neutre, d'un partenaire qui comprend vos réalités et qui vous guide pas à pas vers des résultats durables. À la fin, vous repartez avec un rapport clair, des recommandations précises et un plan d'action adapté à votre entreprise. Le diagnostic personnalisé, c'est le premier pas vers la transformation de votre activité. Je suis Alban Hounsou, consultant en développement et croissance des entreprises agricoles et fondateur du cabinet ECAAT, Haute Attitude Agricoles et Technologies. Et je suis prêt à vous accompagner. Contactez-moi dès maintenant. Email hautes-attitudes-agricoles@gmail.com au numéro de téléphone +200 29 0 196 07 1000 ou WhatsApp +240 et 16502 9245. Hâte, dut, stop à vos problèmes et parlons réussite. I got to God and a show for my life and my work. Non-stop, I could dey rise anytime me I fall. Baba dey my back and it's not my fault. I know the battles that I've been through, I won. Even in my lyrics, you can't tell my words. Even in my lyrics, you know they can't tell when they see me. Say I no need CV. Anytime I pull up on the TV, I dey put them in the feeling.
You know they can't tell when they see me. Say I no need TV. Anytime I pull up on the TV, I do put them in the feeling. I don't see many things in another slow something. Living good life, I'm just flowing. Je comprends mieux. D'accord, donc tu voulais te perfectionner. Une fois que tu es rentré dans le métier, tu as pris conscience qu'il fallait te perfectionner là-dedans pour être parmi les meilleurs. Voilà. Ok. Alors, et comment ça s'est passé? J'ai continué, j'ai fait 2 ans auprès de chef Modeste. D'accord. C'était un groupe de services traiteurs. Oui. Donc, il préparait un peu de tout. Après les 2 ans, je suis allé en stage à Macumba, D'accord. où aujourd'hui, je suis patron, là. Un des plus anciens et des plus grands restaurants de Cotonou aujourd'hui, directement à côté de l'aéroport. Mhm. Après ça, je suis allé à Le Berlin pour un stage D'accord. également. Et quand j'ai fini, j'ai eu l'opportunité, étant donné que j'étais quelqu'un de très sociable. Il y a aussi cet avantage-là. J'étais quelqu'un de très sociable plutôt, et que je ne distinguais pas quelqu'un de quelqu'un. Tu ne faisais pas la part des choses en matière de relations. Tu étais avec tout le monde, avec toutes les équipes. Ça, c'était aussi un avantage. D'accord. Et en ce moment-là, quel a été ton plus grand défi au début? Tout au début, lorsque tu t'es lancé dans ta carrière professionnelle? C'était le manque de visibilité. Comment ça se passait? Il fallait toujours, en ce moment, dans les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, avant de trouver du boulot dans un restaurant, il fallait toujours avoir quelqu'un qui soit là, interne dans ce restaurant. Tu ne pouvais pas aller directement, tu vas déposer ton dossier pendant 10 ans, on ne va jamais te faire appel. D'accord, mais par contre, si tu avais déjà une relation dans le milieu-là, c'était plus facile quand on puisse t'embaucher. Alors, et comment toi comment tu es arrivé à trouver le boulot après t'être formé, voilà. Déjà, quand moi j'ai fini, j'avais un pléthore de mentors avec qui je discutais toujours. Voilà. Un premier, chef Luc, qui m'a dit, bon, j'ai une fille que j'ai formée là, elle veut ouvrir son restaurant, tu iras gérer la cuisine, tout pour elle. Ça, c'était en 2007. D'accord, et ça s'est très bien passé? Ça s'est merveilleusement passé. Merveilleusement passé. Et ça m'a permis aussi de croiser des personnalités. À ce moment-là. En ce moment. Mais dis-nous, quels ont été tes challenges, les premiers défis que tu avais rencontrés? Est-ce que, parce que tu étais ou tu étais dans un restaurant, et il y avait des contraintes ou bien il y avait... Je sais que ce métier, c'est pas quand même un métier facile. Non. Alors, quelles étaient... Mes contraintes étaient, d'abord, très jeune, il n'y avait pas de moyens de déplacement. D'accord. Chaque plat que je faisais était toujours remis en cause à mes débuts. Par qui? Les clients ou les chefs cuisiniers? Pas les chefs cuisiniers qui étaient là, qui étaient devant moi, mes responsables qui étaient là. C'était toujours remis en cause. D'accord. Parce qu'on se disait, il est jeune, il ne connaît pas grand-chose. Ok. À l'époque. À l'époque. Okay. C'est vrai qu'en ce moment, en ce moment-là, ça m'a vraiment, c'est des trucs qui ont forgé ma personnalité aujourd'hui. Ça m'a frustré, ça m'a mené toujours à chercher à avoir plus que ce que tout le monde a. C'est là, c'était que j'ai aujourd'hui. Ces défis-là qui t'ont amené à te surpasser, à faire des choses extraordinaires. D'accord. Parce que déjà, à la maison, si on m'a sous-estimé pendant 2 ans et que finalement ils ont reconnu mon talent, si au dehors on me sous-estime, si eux, ils sont cuisiniers à ma maison, ils sont contents de ce que je propose, ça veut dire qu'au dehors, je dois prouver le meilleur encore, il n'y a pas de problème.
D'accord. Et en ce début-là, tu rencontrais ces obstacles où, Partout. parce que ce que j'ai fait, pour avoir fait, entre autres, et la petite amitié, moi je devais voyager et celui qui devait me recevoir m'a dit, ben, Alban, je sais que tu es agriculteur, tu fais un peu de tout, tu as fait plein de choses, mais avant de venir ici, va prendre des cours de cuisine. Alors j'ai rapidement couru, j'ai fait un mois en cuisine de formation rapide, c'était comment vous appelez, les fast-food. Oui. Et donc, quand j'ai fini, il fallait que je prenne la main. Et dans Cotonou, je cherchais quand même un bon restaurant. Finalement, on m'amène vers quelqu'un et puis c'était le chef Roland. Donc, c'est comme ça on s'est connus et c'était des moments très, très fabuleux qu'on a passé à cette époque-là. C'était génial. À mes débuts, quand je proposais quelque chose, parce que moi, ma réflexion de la gastronomie, de la cuisine, c'était pas forcément de proposer la même chose qu'on avait à la maison. D'accord. Ma philosophie, en ce moment que j'ai développée depuis plus de 20 ans, est que si le gars a l'habitude de manger telle saveur chez lui, quand il vient chez toi au restaurant, tu dois être en mesure de lui proposer une autre saveur. Oui. Pas lui proposer identiquement ce qu'il a chez lui à la maison. D'accord, quelque chose qu'il va trouver un plus chez toi. Voilà. Même si on lui préparait un tel menu à la maison, dès qu'il arrive ici, il goûte, il se dit, ça c'est pas ce que j'ai l'habitude de manger à la maison, c'est différent, mais c'est toujours le même plat. Voilà. Ok, je vois. Et à ce début-là, quels étaient aussi des moments de satisfaction que tu avais eu? Pendant 6 mois, j'ai eu que des retours négatifs sur ce que je proposais en tant que cuisinier. D'accord. Mais je ne me suis pas découragé. Restaurant Fiesta Food, j'étais resté là pendant 1 an et demi avec elle. Je me suis forcé à chaque fois demander, quand tu me dis c'est pas bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans le plat? Dis-moi. Et quand tu me dis je note, je retourne, je réfléchis, j'ai mis tel. On m'a dit ça ne marche pas. Ok, je vais mettre tel, préparer, te faire goûter. Après 6 mois, les gens commençaient par aimer ce que tu proposais. Et c'est à ce moment que j'ai commencé par dire, maintenant je suis en train de trouver ce qu'il me fallait. Ce qu'il me fallait. Après ça, à partir de 2009, du moment où j'ai rencontré aussi d'autres difficultés en tant que... Parce que plus je prenais de l'ancienneté, et plus j'étais le gars qui était capable, qui savait tout faire, et le faire en temps et en heure. J'ai commencé par avoir un autre défi, ça c'est un peu plus professionnel. D'accord, et quel était ce défi-là? C'est le manque de reconnaissance de légitimité en tant qu'un leader pour diriger un groupe. Comment ça se passait et qu'est-ce qui se passait? En ce temps, à partir de 2008-2009, j'ai pris restaurant. Un restaurant? Oui, j'ai pris un nouveau restaurant. D'accord. Je travaille avec, le nom m'échappe, c'est Agbe Gamela. Non, on ne voulait même pas que tu prononces le nom. J'ai pris un restaurant dont le propriétaire de ce restaurant, c'était la femme d'un député. D'accord. Et dans ce restaurant, du fait de mon jeune âge, j'avais toujours de difficultés à m'imposer en tant que premier responsable. Ok. Et qu'est-ce que les gens disaient? Toi, tu as fait une formation sur le tas. Tu n'as pas fait école. Ok. Tu n'as pas fait une centre de formation. D'accord. Le seul avantage que tu avais, c'est que tu as la main. Ok, c'est ce qu'on te disait. C'est ce qu'on me disait. Tu as la main, mais tu n'as pas fait une école. Waouh. Donc tu étais un autodidacte. Et c'est ça qui faisait que les gens ne voulaient pas te confier des grandes responsabilités. Mais lorsque tu prenais la responsabilité, tu l'assumais sans défaut. J'avais toujours le résultat. Et finalement, j'ai fini par comprendre en 2009, je suis allé faire un centre de formation. D'accord. Pour faire le niveau et rajuster. Et dis-nous un peu, entre toi, avec l'expérience des grands frères, l'expérience du métier sur le terrain, et toi, après la formation, quel a été le changement ou quelle a été la différence? La différence a été dans ma manière d'aborder désormais un partenaire en affaires pour un restaurant. D'accord. J'étais plus structuré qu'avant.
Ok. Et la structure, c'était quoi? C'était que quand j'allais chez toi, je ne m'attendais pas à ce que tu m'imposes tes critères. Je t'impose mes critères. Voilà comment je veux que nous fonctionnons. Voilà ce que je veux. Voilà ce à quoi je m'attends. Mais avant ça, avant cette époque, quand j'allais, j'étais le gars où, oui, je sais préparer, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir. Ok. Donc, du coup, je vois un certain leadership qui est né à partir d'un moment. À un moment donné où tu n'avais pas encore été dans un centre, les gens ne te reconnaissaient pas à ta juste valeur. D'accord. Et après, tu t'es dit non, maintenant il faut. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque de mes oncles, mon oncle, il fut aussi, comme on le dit au Nigeria, cook. Coucou, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas d'école, on ne faisait pas de formation. Ils restaient avec le coucou, le cooker, comme on le dit en anglais, le coucou. Et c'est lui qui apprenait. Et c'est après juste une année que le gars, il est cuisinier, il travaille et il nourrit le patron, il nourrit tout le monde. Et il le fait très bien. Très bien. Mais ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on dit parce que tu n'as pas fait une école, ou à l'époque aussi, on te disait parce que tu n'as pas fait une école et ça n'allait pas. Mais ce que je constate, j'ai compris maintenant, d'après ce que tu m'expliques, que lorsque tu as fait l'école, il y a un leadership. Un leadership s'est installé en toi. Et tu as eu maintenant l'autorité de dire à celui qui voulait que tu travailles pour lui, comment toi tu pouvais mener son activité à bien. Au lieu que ce soit lui qui te dise, voilà ce que je fais. Donc lui, il t'expliquait seulement le concept et toi, tu lui disais, voilà comment on va faire. Et c'était toujours une réussite. Je comprends. Après 2009, Oui. j'ai commencé par plus avoir confiance en ce que je faisais. Comme entre 15 ans, 16 ans, quand le jour où mes frères m'ont dit, maintenant là, tu sais préparer une sauce. C'était des moments décisifs. Ok. Quand j'ai fini ça, j'ai dit, là maintenant, tu me parles, tu me dis, j'ai fait une formation sur le tas, c'est à cause de ça, tu as la même, mais tu n'as pas fait école, tu n'as pas tel diplôme, tu n'as pas... Je te dis, non, tu ne peux pas me dire ça. J'ai fait une formation sur le tas, d'accord, mais j'ai fait aussi école et je mérite le respect. Maintenant, avec l'ancienneté que j'avais, je peux être ton patron. Ok. Ok. D'accord. Là, tu t'es démarqué. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je constate, tout le monde peut être cuisinier. Mais moi, je serai le meilleur cuisinier parce que je ne peux pas faire la même chose que tout le monde. C'est ça. Tout le monde peut faire l'agriculture, mais dès que moi je viens, je suis le meilleur agriculteur. Ce n'est pas seulement par ce que je dis, mais c'est par ce que je démontre, ce que je prouve sur le terrain. Et une chose qui est vraiment importante, que vous soyez dans un corps de métier, cherchez toujours à vous démarquer des autres. C'est ça qui fait la valeur, c'est ça qui fait votre compétence. Et donc, à un moment donné, par tout ce que tu as subi à l'époque, tu as cherché à te démarquer en allant te former. Donc, tu avais deux expériences, l'expérience du terrain et maintenant l'expérience de la formation, ce qui t'a bâti. Merci encore, chef Jean Roland. À ce moment-là où tu étais désormais sûr de toi, quels ont été tes moments de satisfaction? En ce moment-là, tout ce que j'avais vécu, c'est-à-dire ce parcours-là que j'avais eu, familial, professionnel, et les amis qui étaient autour de moi, Oui. ça a fait que désormais, j'étais quelqu'un de sûr, de déterminé, qui savait quand il prend un projet, quel plan faire pour que ce projet puisse marcher. D'accord. Parce que je jumelais deux formes de formation. D'accord. L'expérience du terrain Oui. auprès d'un chef Oui. et l'expérience De l'école. de l'école. Donc quand j'ai jumelé les deux, ça a fait de moi quelqu'un de plus stratégique et technique. D'accord. Parce que ce qu'on comprend, parfois on va faire l'école, mais on vient sur le terrain, on n'a pas encore l'expérience. Et là, toi, tu avais déjà l'expérience avant de te former, et ce qui a fait le ouf, ou comme j'aime le dire, ce qui a fait le déclic, ce qui a enclenché la personnalité. Oui, la personnalité. D'accord. Donc, à partir de ce moment, à partir de 2010, j'ai commencé par m'imposer
tout je passais, D'accord. mais toujours en cherchant toujours à me performer. Toujours en étant dans l'optique de vouloir être le meilleur de ce que j'étais. Parce que désormais, j'avais la reconnaissance de mes collègues qui me respectaient beaucoup. Oui. Oui. Parce que j'avais déjà l'expérience du terrain qui était là, mais j'ai ajouté de l'expérience de l'école. De la formation. De la formation. Donc désormais, quand je disais telle chose, c'est tel comme ça, il faut le faire, tout le monde suivait. Et quelle a été ta plus grande satisfaction? C'est de me voir respecté, reconnu, écouté par tous ceux qui étaient en face de moi à partir de ma formation. D'accord. Donc c'était là, après la formation, dès que tu t'es lancé, tu étais déjà un leader, quelqu'un qui pouvait conduire l'équipe. Tu nous avais raconté une histoire. Et si on te ramenait à cette époque-là où tu donnais à manger à 3000 personnes, aujourd'hui? J'allais le faire différemment, plus professionnel. Ok. J'allais le faire différemment, plus professionnel. Et je n'allais pas utiliser mon personnel totalement dans la nuit. D'accord. Alors, raconte-nous un peu les coulisses. Quand on est chef, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on gère? Quelles sont les difficultés, les stress en équipe, dans la présentation des menus? Parce que moi, je me rappelle que lorsqu'on était en cuisine à l'époque, avant qu'un plat ne sorte, on doit d'abord présenter le plat au chef et il doit valider avant que le plat n'aille dehors. Alors, raconte-nous un peu, comment ça se passe un peu quand on est chef là? Quand on est chef, quand je suis devenu chef, reconnu, respecté, tu as la notoriété qu'il faut, mais chaque plat, d'abord, ça part déjà de l'achat, de l'entrée de la matière première. D'accord. Donc l'achat, l'approvisionnement. L'approvisionnement. D'accord. L'approvisionnement. Donc il faut aller acheter frais. Frais. Auprès des maraîchers, nos amis. Oui. Donc il faut avoir des légumiers qui sont capables de te fournir en temps et en heure, chaque jour, des produits de qualité. D'accord. Et ça, c'est sur la responsabilité du chef cuisinier. D'accord. Maintenant, quand les produits sont livrés au restaurant, il y a la chaîne de conservation. Ok. Ça, c'est des choses que je ne savais pas quand je n'avais pas fait l'école. D'accord. Donc, quand ça vient au restaurant, il fallait déjà mettre telle chose à tel degré au frigo, au congélateur. Et maintenant, précuire certains légumes. Sauter de certains légumes, parce que à la fin, aujourd'hui, dans un restaurant, en ce moment, je me disais, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait faire ceci. Et comment il fallait le faire? Supposons que demain, que j'ai 2000 personnes, mais 3000 personnes à nourrir, déjà avant, à 3 jours, c'est-à-dire en 72 heures avant le jour J, je dois d'abord aller au marché, acheter tout ce qui est provision de supermarché, tout ce qui est provision de charcuterie. Et quand on finit tout ça là, on vient à la cuisine, on rentre au laboratoire, il fallait se laver, mettre les gants, et apprêter mon équipe. Et celui qui doit me faire les sauces, je lui donne les directives et la recette à suivre pour la réalisation. De la sauce, d'accord. De la sauce. Celui qui doit me peut-être les entrées, découper les légumes pour les entrées, je lui donne la réalisation et la méthodologie technique, la fiche technique à utiliser pour réaliser le menu. Maintenant, le rôle du chef, même si c'est fait et il doit donner des directives, il est censé, il est tenu d'être présent. D'accord. C'est ça que je faisais. Ok. Je suis toujours derrière, présent à 100%. Et j'agis sur la chaîne de production. Ok. C'est la difficulté qu'on a parce qu'il faut être permanemment derrière ton staff. Parce que leur erreur, c'est à toi. L'erreur que commet ton staff contamine tout le monde. Voilà. C'est-à-dire fausse le timing. Le timing et tout. C'est un peu ça. D'accord. Donc, pendant à mes débuts, à partir de 2010 en tant que chef, c'est des difficultés que j'ai rencontrées. Et je n'arrivais pas aussi parfois à un moment donné de gérer ce stress de 10, 8, 9 personnes à la cuisine et à jumeler ma vie privée.
Et quel était le problème ou quel est le problème? Parce que tu te donnes à 300% Au travail? au travail, mais quand tu viens à la maison, tu veux dormir, on te dit, monsieur, on veut te parler. Les enfants disent, papa, on veut te parler. Et finalement, tu te retrouves entre deux épines qui te demandent d'être le meilleur. Ah, ça, c'est sérieux là. Aujourd'hui, j'ai souvent l'habitude de dire à ceux que je forme dernièrement, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, choisissez. Parce que si vous ne faites pas le choix d'être le cuisinier qu'il faut, vous allez dire demain, j'ai fait une formation en cuisine, mais je ne suis pas cuisinier. Pourquoi? Parce que ce métier, ça m'a tout donné, mais ça m'a tout pris. D'accord. C'est les à côté du métier. Oui. Quand mes enfants étaient très jeunes, quand je dis très jeunes, c'était facile pour moi. Mais plus ils ont commencé par grandir, j'ai eu ce ressenti là où plus je me concentrais sur ma famille, au boulot, tu viens, on te reproche plein de trucs. Ah chef, la cuisine est lente, les achats ne sont pas arrivés à temps, tu n'as pas veillé à ça, tu n'as pas. Je me rappelle où je peux dire que ce métier est beaucoup exigeant. Très Très exigeant. La ponctualité. Déjà, pour tout ce qui nous regarde, quand vous allez dans un restaurant et vous commandez, déjà, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà très faim avant d'arriver au restaurant. Et quand on commande, on s'attend à ce que ce soit 1, 2. Alors que lorsque vous arrivez au restaurant, quel est le temps qu'on doit passer avant d'être servi dans un restaurant normalement? La norme aujourd'hui, c'est avant 2020, les gens disaient 45 minutes. 40-45 minutes. Je me rappelle à cette époque, quand tu vas dans un restaurant, tu essaies d'avoir un petit dessert, voilà, quelque chose à manger, tu te donnes du pain avec du beurre, et voilà. Mais aujourd'hui, ça a changé. Moi, j'ai vu des restaurants qui se sont installés et on pouvait te servir en 15 minutes. Est-ce que c'est encore faisable ou c'est ça qui se fait aujourd'hui. Je vous explique. La cuisine aujourd'hui au Bénin aussi a évolué. La cuisine gastronomique est devenue une cuisine gastronomique, mais fast-food. D'accord. 98%. Qu'est-ce qu'on met dans fast-food? Fast-food, c'est en anglais, mais en français. Je veux que nos amis comprennent. Fast-food, parce que quand je dis fast-food, c'est une cuisine rapide. D'accord. Tous les restaurants aujourd'hui qui font de la gastronomie africaine, européenne ou l'afrofusion, c'est-à-dire le mix de toutes les cuisines, ils font 98% des mises en place. D'accord. Donc quand vous venez, si votre plat n'est pas vite servi, c'est parce que le service, la brigade en salle, n'a pas vite passé l'information pour qu'on puisse activer la cuisson. Pour toute forme de cuisson, ça tourne généralement entre 12 à 15 minutes, peu importe le plat. 12 à 15 minutes. Si la mise en place, le nettoyage, si c'est le bœuf, le mouton, ça avait été fait au préalablement. Voilà. Ça, en 15-20 minutes, vous avez la cuisson de votre plat qui est réussie. Vous avez 3, 4, 5 minutes pour le dressage de votre plat. D'accord. Donc ça fait 25 minutes. Maintenant, quand c'est les sandwichs, la sandwicherie que vous voulez, c'est-à-dire le burger, c'est ça qu'on appelle les fast-food. Ça là, 92% des mises en place sont déjà préfaites. C'est juste la cuisson du viande qui dure que 6 à 7 minutes. C'est-à-dire 3 minutes chaque face. Ça te permet rapidement de mettre la sauce que tu veux. Tu chauffes le pain dans 3, 4, 5, 6 minutes. Le dressage, le temps qu'on t'amène, ça te fait 15 minutes. Mais aujourd'hui, si tu veux prendre un plat chaud, bien copieux, 30 minutes suffit largement. Si la cuisine là est déjà organisée. Alors, dis-nous un peu, en tant que client, lorsqu'on doit aller au restaurant, avec quelle mentalité on doit se rendre au restaurant pour jouir de ce qu'on va faire là-bas? D'abord, la clientèle béninoise n'est pas préparée. N'est pas préparée et également est très exigeant en matière de durée par rapport à son plat. D'accord. C'est pour cela que force est de constater aujourd'hui que les gens préfèrent également manger au bord de la voie. Ce que moi, en tant que spécialiste culinaire, je déconseille. Parce que dans les restaurants, il y a le service sanitaire.
qui contrôle D'accord. la qualité des produits. Oui. Maintenant, les cuisiniers, ils ont une carte sanitaire. Ce qui veut dire que la santé de nos clients sont prises en compte. La culture du restaurant n'est pas trop ancrée dans le comportement de notre culture. D'accord. Parce qu'il y a les maquis. Mhm. Les maquis qui ont une forme de cuisine où quand tu vas là-bas, c'est déjà préfet. Je veux pour 1000 francs, je veux pour 2000. Et on mélange, on te donne. Ok. Mais la culture du restaurant, les clients doivent déjà commencer par se préparer à une chose. C'est quand je suis assis qu'on commence par faire la cuisson de mon plat. D'accord. Donc, à la différence que dans le maquis, c'était déjà là, c'est aussi peut-être chaud, Oui. mais c'était déjà cuit avant, on me sert. C'est- Mais au restaurant, C'est c'est pas quand cuit. je m'assieds qu'on commence La cuisson. la cuisson de mon mets. D'accord. Ça, c'est la première chose à avoir. À assimiler dans notre gène avant d'aller au restaurant. D'accord. Et la suite, la seconde? La seconde est que, ce que moi je conseille aujourd'hui, demandez toujours au serveur qui est devant vous, tel plat que j'ai commandé là, le cuisinier ou le chef qui est là, il pourra me le servir en combien de temps? D'accord. Donc, là, dans la façon de faire, donc, dès que j'arrive dans un restaurant, je regarde quel est le menu du jour. Oui. D'accord? Il y a le menu du jour Et qui est puis- déjà souvent affiché à l'entrée. Il y a le menu standard qu'on utilise dans la maison. Maintenant, souvent, dans certaines cartes que moi je propose, souvent, je propose les temps de sortie des plats. Ok. Ça me permet à ce que mon staff en salle comme en cuisine soit sûr d'une chose. Quand je demande tel plat, que le chef cuisinier soit là ou absent, ça doit sortir tel temps. Ok. Donc, je suis toujours à la partie où moi qui vais au restaurant, comment je me prépare. Donc, quand j'arrive au restaurant, je dois me dire, d'abord, il y a un menu. Oui. Il y a un menu qu'on va À me proposer. consulter. Mais il y a une recette du jour. Oui. Ou bien, Oui. il y a toujours un truc du jour. Il y a toujours un Entre menu les du deux, jour. Entre les deux, qu'est-ce que je fais? Si vous êtes pressé, moi je conseille souvent aux gens, si tu es pressé, tu vas au restaurant, prends un menu du jour. Parce qu'un menu du jour, 10-15 minutes, c'est déjà fait. C'est un peu comme le style du maquis. Ok. Tout est déjà préparé. D'accord. C'est juste chauffer, dresser et t'envoyer ça. Ok. D'accord. Maintenant, quand tu vas sur la carte standard du restaurant, c'est sorti, si c'est un poisson par exemple, sorti, le laisser dégivrer pendant 5 à 10 minutes, D'accord. passer au cuisson. Si c'est cuisson rapide, ça fait 8 à 12 minutes. Si c'est cuisson lent, ça fait 15 à 20 minutes. Plus tu dois passer assis. Assis pour que d'abord. ton plat soit prêt. Ok, ça marche. Non. Moi, je parle des temps de préparation du plat Interne. interne. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand on sort du congélateur, parce que souvent, la majorité des restaurants aujourd'hui, il y a des choses qu'ils ne vous diront pas. Le poisson, quand ça vient, c'est frais, mais on congèle ça. On le garde. On le garde pour ne pas perdre la matière première. D'accord. Maintenant, quand tu commandes, on sort, on laisse, ça va dégivrer avant d'aller sur la plaque à cuisson ou sur le grill barbecue. D'accord. Et ça, Ouais. ça fait combien de temps? Dégivrer minimum 8 à 10 minutes. D'accord. La cuisson rapide, ça tourne entre 12-15 minutes, pas plus. Mais si tu veux faire une cuisson lente, c'est minimum 25 minutes. Ajouter aux 10 minutes avant que le poisson ne soit dégivré, ça fait 35 minutes. Le temps de faire les accompagnements de dresser, ça te fait minimum 10 minutes également. Ok. Donc tu te retrouves à 45 minutes À attendre à attendre. que le plat vienne. Ok, ce que je voulais aussi savoir là, c'est je veux manger du poisson. Et donc quand j'arrive, au lieu de commander du poisson d'abord, donc il faille que je commande Des autre mises en bouche d'abord, des petits trucs à grignoter, histoire de gagner du temps. Ok. Donc, si je comprends, une chose est de demander combien tel plat va me prendre, Oui. et de commander rapidement quelque chose à grignoter avant. Avant l'arrivée de mon plat, De parce mon que plat. ce qui est sûr, si vous commandez du poisson, c'est quelque chose qui n'est pas frais. D'accord. C'est-à-dire ce n'est pas dégivré. C'est frais, mais ce n'est pas dégivré. On a congelé pour garder cette fraîcheur-là dans le poisson. D'accord. Vous voyez? Donc, il faut le dégivrer. Minimum, il te faut 5 à 10 minutes. Pour le faire. Maintenant, quand c'est de la viande, Quand c'est de la viande, c'est souvent pré-cuit. ok, donc là, ça va vite. Quand on va dans les poulets, Oui, les poulets bicyclettes, les poulets de le chair, les poulets Goliath, donc c'est déjà pré-cuit et donc ça ne tarde pas. Parce que ça, quand on sort, on le dégivre
au micro-ondes. Ce qui est aujourd'hui, qui a commencé par dire, les gens commencent par dire que dégivrer les choses au micro-ondes, c'est cancérigène. Je ne le sais pas. Je n'ai pas encore eu des tests qui ont prouvé. Ok. Mais ce que je conseille, ce que le chef Jean Roland propose aujourd'hui dans tous les restaurants où il est manager culinaire, est que tout ce qui est viande blanche ou viande rouge, on préfère la mise en place, on dégivre au micro-ondes en 3-4 minutes, on le met au feu pour la cuisson. La viande blanche ou la viande rouge ne tarde pas pour cuire. D'accord. Donc, lorsque j'arrive et que je demande le temps de cuisson ou bien le temps que doit mettre le plat que j'ai commandé pour être réalisé, donc je commande rapidement quelque chose ou le restaurant habituellement m'offre quelque chose pour pour l'attente. Oui. D'accord. Pour l'attente. Et donc, du coup, et vous, à l'interne, comment ça se passe quand vous recevez une commande? Je veux parler de lorsque le client arrive, le serveur arrive. Établir le bon. Expliquez-nous un peu cette partie. Okay. Comment ça doit se dérouler? Quand le client arrive et qu'il s'installe, et il prend son temps, 2 à 3 minutes de regard sur la carte de menu, quand il finit, le serveur passe la commande. D'accord. Et ça arrive où? Il y a plusieurs sortes de systèmes, mais les deux les plus fréquents que j'utilise est que tout est fait à la main. Le serveur, il écrit, oui. Il passe par la caisse, d'accord. Il dépose une souche à la caisse, oui. Il prend une autre seconde souche, il l'amène à la cuisine. Et là, il y a l'équipe de la cuisine, il y a l'aboyeur. L'aboyeur, oui, c'est celui qui crie là. Voilà. Un plat de... Voilà. Un plat de saucisson, ou bien un plat, donne-moi le nom d'un plat là. Un plat de... un plat de poisson mariné à la sauce verte. Quand il crie, l'aboyeur, quand le serveur amène la commande, lui il crie, il dit ça marche. Un filet de poisson, accompagnement, tant. Si c'est avec entrée, résistant et dessert, il dit ensuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même client veut manger l'entrée d'abord et après le résistant. Mais s'il ne dit rien, automatiquement, notre staff sait déjà que tout ça doit être sorti ensemble. D'accord. Donc, c'est l'aboyeur, il est un peu comme un assistant du chef cuisinier. C'est lui qui passe les commandes, c'est lui qui dit il y a telle personne qui veut manger telle chose. Et quand la commande est donnée, vous vous acharnez à rapidement le servir. Maintenant, c'est les équipes où les cuisines qui marchent les plus, c'est les équipes où on a plus de spécialistes et moins de généralistes. Alors, les spécialistes, qu'est-ce que vous mettez dans spécialistes? En matière de cuisine, il y a les spécialistes en cuisine froide. Il y a les spécialistes. La cuisine froide, c'est déjà quoi? Les salades, tout ce qui est salade. D'accord. Et les dressages. D'accord, je vois. Il y a les spécialistes du chaud, c'est-à-dire la cuisson de la viande, des sauces. Il y a les spécialistes barbecue. Ok. Donc, pour qu'un restaurant puisse bien marcher, il faut avoir ces spécialistes-là. Là-dedans. Il faut nous les citer. Les spécialistes de barbecue, oui. Les spécialistes du chaud, c'est-à-dire de la viande et des sauces, et des spécialistes cuisine froide. Parce que c'est ça qui permet à ce que, quand le client commande, chacun sait quelle pièce attaquer pour qu'à la fin, ça puisse sortir. Ok. Mais un généraliste, généralement, il veut tout faire. Parce que la culture nous a appris plus... Je maîtrise beaucoup de choses, je peux être un chef cuisinier. Tu peux être aujourd'hui, je le dis et je le répète, tu peux être aujourd'hui un chef cuisinier sans savoir tout faire. Parce qu'un chef cuisinier, c'est un leader. C'est quelqu'un qui imprime la dynamique à suivre pour une équipe. Mais c'est souvent aussi très mal perçu par les promoteurs béninois. Ok. Parce qu'ils prennent souvent le chef cuisinier comme un adversaire. Ce qui tue plus tard leur business. Waouh, ça c'est des secrets que vous nous donnez là. Ouais. Donc, le promoteur béninois, il doit faire comment? Le promoteur béninois il doit s'inspirer de ce qui se fait en Europe. En Europe, le chef cuisinier, il est comme un associé. Il est partie intégrante du restaurant. Il n'est pas juste qu'un employé. C'est lui le cœur. Le cœur. Du restaurant. Si ça doit marcher, c'est lui. D'accord. Si ça échoue, c'est lui. Et quelles sont ses qualités? Quelles qualités il doit avoir? Un chef cuisinier, aujourd'hui, pour mon expérience, pour ce que j'ai vécu personnellement, je dirais il doit d'abord être un leader.
D'accord. Il doit être quelqu'un qui a une mémoire fraîche quand il s'agit des recettes, mais quand il s'agit des problèmes personnels de ses collaborateurs, il doit être quelqu'un qui n'a pas une mémoire fraîche. Il doit savoir passer l'éponge et penser à l'intérêt commun du restaurant. Parce que il doit savoir une chose, nous sommes des êtres humains, nous sommes appelés à faire des erreurs. C'est ça qui fait de nous des humains. Et chef cuisinier veut dire quelqu'un qui gère une équipe. C'est un chef personnel. C'est un général. Et un général, peu importe le soldat, la façon dont le soldat agit mal, il le protège toujours parce qu'il fait partie de son armée. De son équipe, de son armée. Ça, c'est bien dit, c'est bien dit. Je crois qu'on a abordé certaines parties les plus sensibles, mais on va aller maintenant dans l'économie. Comment on peut rentabiliser aujourd'hui, en tant que promoteur, son restaurant? Je dirais en 3 étapes. La première étape, c'est d'abord d'avoir des systèmes plus ou moins fluides, assez uniquement sur des méthodes et non sur les hommes. D'accord. Au Bénin, la majorité des gens créent des restaurants, mais la majorité aussi ferment. Les restaurants qui réussissent, je dirais plus ou moins qu'ils ont la structure technique et administrative qui accompagne. Où le responsable est réellement le responsable qui décide. Le responsable à quel niveau? Le responsable à divers niveaux. Où chacun a un cahier de charge, où chacun sait à quoi s'en tenir pour ne pas empiéter sur la responsabilité de l'autre. D'accord. Ça, ces restaurants, ça réussissent toujours. Les plus grands restaurants de Cotonou, vous n'allez jamais voir 2 responsables qui font la même chose. Ils n'ont pas la même responsabilité. Ils peuvent être opposés, diamétralement opposés, mais avoir des responsabilités diverses. Des cahiers de charges divers. Où l'autre fait la matinée, il est responsable dans tout ce qui se passe dans la matinée, est sur sa responsabilité. Et son second, avec peut-être mésentente ou tout ce qu'on peut dire, fait la soirée avec son cahier de charge totalement différent. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est un pays qui se développe à grand. Et ce que nous constatons, beaucoup de la diaspora viennent se positionner. Alors, pour quelqu'un qui doit venir, ou pour quelqu'un qui voudrait investir, parce que c'est de ça il s'agit. Moi, je suis consultant, j'aide ces personnes-là qui veulent se lancer dans une activité à réfléchir à comment mettre cette activité en place et comment la rentabiliser. Alors, pour qu'une personne ouvre un restaurant et rentabiliser ce restaurant aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit connaître, qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, j'appelle ça les 3 M du réussite d'un restaurant. Premier, avoir c'est-à-dire stratégie commerciale. Ok. De communication vraiment assez sur la qualité de leurs produits et sur la durabilité de leurs produits. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu mets dans le produit? Le produit, c'est en matière de bouffe, en matière de mets et de plats. Des propositions. Des propositions de mets. Quelle est la différence entre vous et ceux qui existaient? D'accord. Pour ne pas faire le plagiat. D'accord. Donc, de façon technique, il faut faire une étude de marché. Voilà. Voir ceux qui sont déjà là, ce qu'ils proposent, et maintenant venir faire une différence. Et apporter un plus-value sur le marché pour que les gens sachent. Les autres le font comme ça, mais ce nouveau restaurant qui vient de lancer ses activités, lui, il le fait comme ça. Ouais, et c'est plus mieux. Nous, on va évoquer cela parce que c'est des parties plus techniques et nous sommes là en train de parler d'une économie pour développer son restaurant. Il y a des choses qu'il faut connaître, c'est ça. Donc, il faut mettre de point sur la qualité du produit, faire une étude de marché avant de se positionner. D'accord. Et après? Ça c'est le premier. Le deuxième point, quels sont les types d'employés qu'il faut voir pour que la qualité préalablement du produit qu'on est en train de vouloir présenter, soit de façon journalière la même chose. Parce que le même restaurant ne peut pas produire aujourd'hui, on va dire c'est bon, le lendemain on va dire c'est mauvais. Donc la qualité doit être permanente. Permanente.
Et donc, il faut miser là sur l'équipe L'équipe. ou la personne qui doit veiller à cela. À cela. Ok. Ça veut dire quoi? Que ce soit le community manager, le directeur culinaire, le serveur, le barman, la caissière, tout le monde doit avoir le même objectif. Ouais, tout le monde doit avoir une même vision. Même vision. Et penser la même chose. C'est-à-dire le client doit être satisfait. Satisfait, exact. Oui, et, ça, pour bien dire cela, il faudra que le restaurant soit structuré avec un personnel à divers niveaux et chacun avec son cahier de charge. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Point. Le troisième point est l'approvisionnement de la matière première. Wow. C'est la partie là qui est plus intéressante. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons au niveau de notre métier. Et nous voulons rassurer, que ce soit les cuisiniers, les propriétaires de restaurants, puisque nous coachons aujourd'hui des personnes. Nous coachons des entreprises qui sont dans la production animale, la production végétale, à savoir quelle est la qualité de produits fournis aux restaurants qui sont en place à qualité. C'est pourquoi nous travaillons à cela. Aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. Non, je ne vais pas dire ce que je veux faire. C'est ce que je suis en train de vouloir mettre en valeur. C'est ce plus-value que je vais apporter aujourd'hui dans mon pays. C'est que ces professionnels n'aient plus de doute à commander au jardin ou dans la ferme avec inquiétude. Ils vont commander désormais sans inquiétude parce que nous, on va coacher ces entreprises-là à fournir des produits de meilleure qualité et pour avoir à la fin un bon résultat. Très bon résultat. Voilà. Et c'est en cela, c'est sur ça que je viens pour le dernier point. Le dernier point est qu'il faut quelqu'un qui vous permet de maîtriser les coûts de production de votre laboratoire. Ça, c'est quelqu'un d'externe. En cuisine, vous appelez ça économa. Oui, non, l'économa, c'est pour gérer la provision. Mais il faut quelqu'un qui ait une vue globale sur toute la maison. D'accord. Différent du comptable, différent du directeur. Parce qu'eux, ils font partie de l'entité. D'accord. Il faut donc un œil externe, pour dire un consultant, voilà. Monsieur Alban. Mais c'est ce que je fais. Voilà. Donc moi, je viens analyser, je viens questionner votre fonctionnement pour déterminer les failles, les forces, les faiblesses et les menaces qui vous attendent pour vous permettre de rentabiliser votre activité. C'est-à-dire, je viens détecter ces failles, je m'appuie sur des stratégies pour vous permettre d'avoir un bon rendu à la fin, voilà. afin que vous ayez toujours, que votre nom soit partout. Maintenant, force est de constater que c'est les deux points que j'ai nommés, que les promoteurs respectent. Et ça fait que, à long terme, on a toujours des difficultés. On m'a volé, on a mal géré la matière première, l'économe m'a ruiné. L'économe, c'est un peu comme un magasinier, mais un magasinier qui anticipe sur la quantité demandée et qui fait des projections et des prévisions. D'accord. Par rapport au fonctionnement des laboratoires dans chaque restaurant. Maintenant, le consultant, en réalité, lui, il est là pour étudier et les coûts de production, pour pouvoir déterminer les ratios de grammage à servir. Parce qu'un plat que peut-être nous vendons à 10 000, ce n'est pas le même ratio en termes de grammage que nous allons utiliser pour un plat que nous vendons à 5 000. Mais l'économe ne peut pas déterminer ça. Il n'y a qu'un consultant ou un cabinet qui est affecté à ça, qui peut vous dire telle chose que vous faites à tel prix, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. D'accord. Je suis Christophe Aloko, directeur général de la société AD Ofni. Nous sommes spécialisés dans la production végétale, la production animale et la transformation. Je vous remercie
À travers l'appui de ce cabinet, nous avons été réellement évalués. Auparavant, nous évoluions, mais nous ne savions réellement pas nos objectifs. Ce cabinet nous a permis de définir tout ça, parce que ce n'est pas évident que l'entreprise, les entrepreneurs même s'évaluent, s'auto-évaluent. Maintenant, si le cabinet nous a évalués et nous a permis de relever nos forces et nos faiblesses. Et surtout de connaître les opportunités qui nous attendent, de planifier nos activités. C'est-à-dire que d'ici quelques années, d'ici 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, ça veut dire que dans 2 ans, si nous n'atteignons pas le niveau auquel nous devons être, nous devons déjà nous poser des questions et savoir qu'est-ce qui ne va pas, et consulter les documents que le cabinet a mis à notre disposition et pouvoir éventuellement nous corriger, appeler le cabinet pour quand même essayer de nous redresser. Nous sommes entièrement satisfaits. Déjà, en peu de temps, aujourd'hui, grâce au cabinet, tout évolue bien. Et je pense que même dans 6 mois, nous avons projeté quelque chose dans 6 mois. D'ici décembre, si on se retrouve, si ce n'est pas ça, ça veut dire qu'on est en retard par rapport à quelque chose. Que vous soyez dans le milieu agro-pastoral, le milieu transformation, que vous soyez entrepreneur agricole, que vous soyez restaurateur, je vous recommande le cabinet HATS qui nous a permis de transformer notre entreprise, de rendre notre entreprise beaucoup plus viable. Aujourd'hui, nous sommes très à l'aise grâce au cabinet HATS. Et ces cabinets, ils ont obligation d'avoir un professionnel avéré en restauration, en art culinaire, à côté d'eux pour leur suggérer mais telle chose en matière de telle composition, ça vaut ce prix, ça ne vaut pas ce prix. D'où beaucoup de restaurants font du chiffre, mais n'arrivent pas à rentabiliser l'activité. Pour rentabiliser, il faut quelqu'un d'externe qui maîtrise les coûts de production sans que le comptable ne lui dise non, ça là, on peut acheter ça à ce prix. Lui, il est là, on lui présente les factures, le cuisinier lui présente les ratios et lui, il analyse. D'accord. Il interroge les deux chiffres et dit à cette quantité, par rapport au prix d'achat, ça nous donne tel. Cuisinier, peux-tu retourner au laboratoire et corriger, diminuer à telle quantité? D'accord. Pour avoir un résultat. Mais si c'est quelqu'un d'interne, il y a l'influence de la collaboration. Ok. Moi, je ne parle pas de mon expérience personnelle. D'accord. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes et ça fait que parfois même les gens ont peur de me dire « Chef, ça que tu fais là, c'est trop, il faut diminuer. » Mais quand j'ai eu droit à des consultants externes à l'entreprise, au restaurant, eux, ils n'avaient pas froid aux yeux de me dire de façon technique « Ça que vous faites, chef, c'est beaucoup. Essayez de revoir. » C'est vraiment important d'avoir un consultant externe. Très bien dit. Alors, d'accord, donc quand on va faire le tour, on veut créer son restaurant, il faut peut-être, moi je vais profiter pour le dire, il faut bien se positionner, il faut faire une étude de marché, chercher un bon positionnement, préparer, c'est-à-dire proposer un menu qui n'est pas common. Voilà. Ce qui existe déjà sur le marché, apporter ce plus-value. Ce plus-value-là. Alors, à la fin, que fais-tu? Quelle est ta vision? Ou quand on va parler de cuisine africaine et cuisine européenne aujourd'hui, c'est quoi la différence? La cuisine africaine n'est pas encore développée au Bénin. Ça se fait encore un peu plus d'une façon un peu transitoire. D'accord. Transitoire. Explique. On a gardé les mêmes manières de faire qu'auparavant. Okay. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas dans certains restaurants, tu es obligé d'attendre pour une sauce boma
ou bien une sauce pomme sauvage, c'est-à-dire soropi, tu es obligé d'attendre 30 à 45 minutes. Alors que quand tu vas quelque part où c'est pas un restaurant, et que c'est un maquis restaurant, Tu as vite servi. tu as vite servi. Ça qui fait qu'aujourd'hui, dans les après-midi, les fonctionnaires préfèrent plus aller dans les maquis. Parce que là-bas, tout est prêt. Et tu t'assois, tu manges. Parce que le gars, il a 30 minutes de pause. Voilà. Et il Voilà vient au quelque restaurant. chose qui est vraiment important à savoir pour les promoteurs de restaurants, oui. Le gars vient au restaurant, vous dites que son plat sera prêt devant lui dans 45 minutes. Il ne peut pas. C'est ça qui fait que, moi par exemple, dans les restaurants que je coach, certains plats, on a été à un moment donné obligé de dire aux gens, nos clients fidèles, si vous voulez manger dans l'après-midi, prévenez-nous une heure à l'avance. Faites la commande. Faites la commande. Donc, avant que vous ne sortez, vous avez déjà fait la commande, vous sortez, vous venez vous asseoir, on vous sert automatiquement. Ok, ça revient à ce que je disais au départ, qu'avant d'aller au restaurant, prenez l'habitude de faire la commande. Ou voilà. Comme ça, arrivé là-bas, vous ne serez pas dessus. Vous serez vite servi, très bien servi. En temps. Ok, ça marche. Et donc, on parlait de la différence entre la cuisine européenne et la cuisine africaine. Qu'est-ce qu'il faut améliorer aujourd'hui pour un promoteur? Je viens de noter la différence entre un bar maquis et un restaurant. Le bar maquis, il fait un peu de fast-food. Oui, tout est déjà préfait. Ouais, c'est un peu comme du style, une cuisine rapide. Voilà. Tout est déjà là. Il y a souvent le feu en bas, on met ça feu doux. Tu viens, tac, tac, tu veux. Pourtant, on te met, on te donne. On te met, on te donne. D'accord. Donc, au restaurant, tu fais la commande et on va commande. préparer pour toi et on te l'apporte. Donc, du coup, c'est déjà la différence. Oui. Mais quand on vient maintenant, on va faire... moi, je t'ai entendu parler de la différence entre un mets européen et un mets africain. Donc, ici au Bénin, aujourd'hui, il faut faire... Ici, aujourd'hui, il faut faire quoi pour que... pour attirer de la clientèle. De la clientèle. Aujourd'hui, au Bénin, il faut faire la vague de cuisine nous les Africains, on est en train de proposer aujourd'hui, la cuisine afrofusion. D'accord. Qui consiste... à fusionner la cuisine africaine avec les techniques culinaires cuisine européenne. D'accord. À proposer des choses qui soient ni totalement africains, ni totalement européens. Un exemple? Quand je prends le mat indien, par exemple, D'accord. la façon de le faire, en fait, dans nos jargons des fiches techniques, la fiche technique qui l'accompagne normalement, aujourd'hui, la façon dont les gens le font est fait de telle sorte que tout est préfet, congelé. Et quand tu commandes, on sort, on dégivre, on fait le mélange, on te donne. Ok. D'accord. Ce qui est une méthode de la cuisine française. D'accord, je vois, je comprends mieux maintenant. Vous voyez. Alors que dans la cuisine africaine, c'est quand tu commandes qu'on va frire le truc, on va mélanger tout, préparer. Ce qui tarde. Ok, ça marche. Et donc, qu'est-ce qui... Là, c'est ce qui a à corriger. Oui. Essayer déjà de tout apprêter de pré-cuit. Comme, pour gagner en temps et en heure. Donc, c'est ça. Quand on me dit un plat européen et un plat africain, c'est la différence. Oui. C'est la méthodologie utilisée. C'est ça qui fait la différence. Avec, c'est seulement ça? Et le dressage. Et le dressage. Quand je parle de dressage, on parle de présentation du plat. La présentation des plats, des mets africains sont généralement une cuisine de brasserie. C'est-à-dire, ce n'est pas sophistiqué, mais c'est joli. Ok, et c'est doux. Et c'est doux. Voilà. Et c'est en quantité. Ok. Mais par contre, quand on parle de mets européens, c'est des trucs qui sont en quantité restreinte, mais très jolis et qui ont du goût. D'accord. Par exemple, quand je prends le riz, par exemple, quand je veux servir le riz sur ces différentes formes, la quantité que je donne quand c'est un plat africain ne sera jamais la même quantité que je vais donner quand c'est un plat européen. Ok. Je passe sur la base technique. Quand je prends toujours le riz, qui est l'aliment le plus consommé aujourd'hui au Bénin, sur menu européen, j'aurai peut-être pour 5 kilos, minimum 25 personnes à servir. Mais sur un menu 25 africain,
j'aurai à peine 15 personnes à servir. Donc c'est là la différence. Donc la différence se trouve dans le dressage et dans la présentation et aussi dans la quantité. Voilà. Ok, là je vais faire la part, j'aide ceux qui ne le savent pas à faire la part des choses. Voilà. Et donc là on va aborder une autre question. Quels sont tes projets actuels dans ce domaine? Déjà, actuellement, ma vision est d'apporter mon expérience à la jeune génération. Ce qui fait que j'interviens souvent en tant que consultant dans beaucoup d'écoles. J'agis sur beaucoup de centres de formation. Je suis souvent invité pour les certifications et eux-mêmes, ils peuvent en témoigner. Que quand moi, chef Jean Roland, je viens, c'est pour amener les gens à être plus performants que ce qu'ils étaient. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, la restauration, l'art culinaire m'a tout pris, m'a tout donné également. Quand tu crois en ce que tu fais, tu ne peux qu'être le meilleur. Quand tu crois en ce que tu fais, que tu sois cuisinier, pizzaïolo, pâtissier, barman. Voilà, on n'a même pas abordé toutes ces questions, les différents types de bars, les types de cuisine, les différentes personnalités qu'on rencontre dans les restaurants. Les styles culinaires, il y en a plein. Il y a les styles gastronomiques, les styles brasserie et la cuisine de communauté. D'accord. Au Bénin, ce qui est le plus connu, c'est la cuisine de communauté qui est les maquis et consorts qu'on fait. Mais la cuisine brasserie, c'est comme un service à l'assiette, mais un peu ce qui se confond à la cuisine de communauté. D'accord. Oui, mais la cuisine gastronomique, c'est sophistiqué. Je vois. Très sophistiqué et il faut faire, ça prend un mélange de techniques doux, longs, rapides. Toi-même, ton projet, c'est quoi? Mon projet actuel, pas actuel, mon projet actuel, j'ai su soit tous mes projets pour l'année 2025, cette année. Mes projets sont pour l'année prochaine. D'accord. C'est déjà parti me faire former encore plus. Te perfectionner. Me perfectionner encore. Pas de recyclage, mais nouvelle méthodologie, nouvelle technique de faire, nouvelle façon de voir l'art culinaire, la restauration, pour revenir faire ce que je sais faire le mieux, cuisiner. D'accord. Former. Donc mon projet à venir, c'est déjà de me perfectionner moi-même pour être un leader incontournable en Afrique de l'Ouest. Quelle est ta vision de la cuisine béninoise? Là, cette question mérite qu'on prenne d'abord une soupire. Parce que ma vision de la cuisine béninoise est telle béninoise et africaine. Et africaine. La cuisine africaine a tellement évolué, mais la cuisine béninoise n'a pas suivi le pas. Dans nos écoles, on ne nous apprend pas une autre manière de faire les choses à part ce que notre maman nous a appris à la maison. Donc c'est la même chose qu'on fait à la maison, qu'on nous apprend à l'école. Est-ce que c'est vraiment ça? En ce qui concerne la cuisine béninoise. Ok, d'accord. Je ne dis pas de le dénaturer, mais il faut le rendre moderne. En quoi faisant? En arrivant à faire que tout ce qui est mets, cuisine béninoise doit être préfet à l'avance. D'accord. Donc ça va... La mise en place. Voilà, ça va dans la mise en place et la technique à mettre en place. Donc, ce que je comprends, pour parfaire cette cuisine-là, c'est-à-dire tout est préparé à l'avance. Parce que moi, quand je veux me mettre à la cuisine, ce que je fais, c'est comme je prépare le repas avant le repas. Je sais que je vais faire ceci doit passer après ceci et ainsi de suite. Donc, il faut que les choses soient faites à l'avance, conçues à l'avance. C'est-à-dire qu'on sache la recette. Voilà. D'accord. Quand vous prenez, on a un problème au Bénin, c'est quoi? Quand vous prenez la même chose au Bénin, d'une région à une autre, les recettes sont différentes. Mais quand vous prenez la cuisine française, les recettes sont les mêmes. Quand ça change de recette, ça veut dire que ça change de nom. D'accord. Vous prenez le moyo aujourd'hui, il y a la manière de faire des porte-noviens.
Eux, ils le font tomate concassée, mélangée avec oignon et tout. Il y a la manière de faire des Togolais. Il y a la manière de faire Des Ivoiriens. des Ivoiriens. Il y a la manière de faire des Aboméens. Ok. La même chose, quand vous prenez tout ce qui est sauce feuille, il y a la manière de faire légumes, c'est-à-dire boma, soma, des trucs comme ça, gombo et autres. Il y a la manière de faire du Bénin, de certaines régions du Bénin. Et quand vous mangez au sud au Bénin, quand vous allez au nord vous mangez, vous allez voir que c'est deux cuisines totalement, diamétralement opposées. Est-ce que ça ne fait pas notre richesse? Est-ce que c'est pas... C'est bon, mais qu'est-ce que vous reprochez aux... Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui qu'on fasse? Quelle amélioration? Il faut permettre à ceux qui sont au sud de savoir, quand je vais à Parakou, bien je vais à Tchoumi et à Malanville, comment c'est préparé telle sauce là-bas. D'accord. Parce que quand vous prenez des cuisiniers du Cotonou et que vous les envoyez là-bas, ils ont des difficultés à proposer des choses de là-bas aux gens de là-bas. Ok. Quand ils disent mais africain, quand tu le fais, nous là on ne fait pas ça comme ça ici. Alors que c'est le même pays. Donc sur un plan technique, voilà, il faut que dans les écoles qu'on apprenne maintenant à harmoniser tous les plats ou de façon générale ou de façon unique, qu'on dise des chefs vont se réunir pour dire mais désormais voilà ce qu'on va enseigner aux gens. On va les apprendre comment faire un menu. Par exemple, il y a un nom que j'entends très souvent quand qui vient c'est un plat africain, mais qui a été exporté en Europe où elle a été aussi valorisée, le mafé. Le mafé. C'est le mafé ou mafé? Mafé. Le mafé, ça veut dire quoi? Mafé. Le mafé, c'est... En fait, il y a deux sortes de mafé. Mafé, c'est d'abord de l'arachide. D'accord. De l'arachide, ou soit mélangé avec de sauce grêle, ou soit mélangé avec de sauce tomate. D'accord. Maintenant, c'est ça que je dis. Quand vous prenez le mafé, on sait directement que c'est les pays, c'est-à-dire Sénégal, et Mali, les pays du Sahel. Sahel, voilà, les pays du Sahel, Niger et autres. Mauritanie, Sénégal. Il y a le mafé mouton, le mafé poulet. Ok. Vous préparez votre sauce tomate, vous le mélangez avec de la pâte d'arachide. Soit vous préparez votre sauce grêle et vous le mélangez avec de la pâte d'arachide. C'est ça qui est le mafé. Oui, c'est le mafé. Et ça s'accompagne avec... Ça peut se manger avec tout ce qu'on veut. Du riz, des libas, tout. Je comprends mieux tous ces vous voyez détails-là aujourd'hui. Maintenant, quand vous prenez un mets béninois, typiquement, vous prenez le moyo, tout plat africain qui aura plus de 3 recettes ne peut pas être exporté. Expliquez. Ok. C'est comme si je prends le matindien aujourd'hui. Au Bénin, c'est différent. Quand tu l'exportes, on ne peut pas le présenter comme ça. Pourquoi et comment? Ok. Le matindien prend en compte presque tout ce qui est assortissement. Ça, c'est le thème technique. Tout ce qui est ingrédients qu'on peut mettre dedans, mélangé avec de la sésame et les feuilles, peu importe les feuilles. Maintenant, quand tu vas au Togo, c'est pas la même chose. Le Bénin doit pouvoir avoir son identité, dit tel plat là. Quand on prend le mafé maintenant, on sait que c'est de telle région. Quand on prend le yassa, on sait que c'est telle région. Mais quand on parle du Bénin, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ben, on a nos plats d'Adjel, là, comme on avait dit ça au départ, ça s'appelle déjà comment? Les plats de poisson, là, avec le moyo? Non, pas le moyo. Voilà, quand on va venir au Bénin, c'est le moyo. Oui. Mais après le moyo, il y a un plat qu'on fait avec de l'huile rouge, du poisson, et puis du dacoin. Le dacoin. Ouais, voilà. Oui. Moi, ma vision pour la cuisine, c'est que quand on rentre dans un pays, il faut que ce plat-là ne soit pas typiquement pour une majorité communauté, mais que ça soit en mesure pour tout le monde. D'accord, c'est ta vision pour la cuisine béninoise ou africaine. D'accord, tu voulais que... Les Béninois mangent le yassa, ils mangent le mafé, mais ce n'est pas de chez nous. Mais c'est parce que les autres ont su exporter, nous imposer que c'est bon. D'accord, donc nous on n'arrive pas à importer nos plats. Donc vous allez au Sénégal, il ne va pas vous manger le mantenja parce qu'il ne connaît pas. Mais aujourd'hui, je peux te rassurer que nos plats sont exportés. Au Gabon, oui. Au Gabon, il n'y a pas de problème. Du dongo, oui. Et on peut manger du folon, oui. que nous appelons ici
Boma Boma. ou non, le fond, c'est pas du Non, Boma. Boma, C'est de l'amarante. ah, L'amarante. oui. L'amarante. Oui. L'amarante a aussi un nom ici chez nous. Le nom en fond, là, moi, je ne maîtrise pas beaucoup. Agborolou, ça a un nom là, l'amarante. Donc, c'est désormais ce que mangent aussi les Gabonais en matière de plats faits à base de légumes. D'accord, on va continuer l'émission. On va continuer. Je pense qu'on a touché vraiment le fond. On a dit ce que doit entendre tout le monde, c'est-à-dire que ce soit ceux qui vont manger au restaurant, que ce soit les promoteurs de restaurants, et quelle est la différence qu'on fait aujourd'hui en matière de plats, de menus. Maintenant, il faut nous dire une dernière chose. Qu'est-ce que vous appelez fast-food? Quelle est la différence entre le fast-food et puis les autres mets? Voilà. Quand on dit fast-food, c'est d'abord ce mot, c'est anglais. D'accord. C'est une cuisine rapide. OK. Aujourd'hui, tout restaurant qui veut jouer sur le temps doit devenir, peu importe ce qu'il veut proposer, doit devenir cuisine fast-food. Pas forcément pour faire les sandwichs, mais par rapport à tous les autres plats. Ok. En matière de fast-food, si moi je me rappelle, on a quoi? On a le burger, le shawarma, le sandwich tchachanga que je propose et que j'ai essayé d'apporter une plus-value en ajoutant des légumes à l'intérieur. C'est ça qui fait que tu seras performant. Mais si de nature, le restaurant veut fonctionner à la traditionnelle, ils sont obligés de sortir des plats après 1 heure. Ça ne dépend pas de leur volonté, c'est-à-dire de leur manque de volonté, mais ça dépend de la mise en place qui n'est pas. Pour faire fonctionner un restaurant aujourd'hui, vous devez avoir stratégie. Voilà. Vous devez avoir de la technique, à savoir comment dresser les plats, comment les apprêter avant que le client n'arrive et vous servez rapidement. Alors, quel est le conseil que tu vas donner à la jeune génération aujourd'hui? Mon conseil est que, consultant M. Alban, mon conseil est que il faut venir à la restauration par volonté. D'accord. Et non parce qu'on t'a dit d'aller faire, il y a de l'argent dedans. Parce que ce qui m'a permis, moi personnellement, chef Jean Roland, de rester plus de 20 ans, c'est que j'ai la volonté. D'accord. J'ai cet amour-là inconditionnel. Pour la chose. Pour la chose. Si vous venez à la restauration par option, vous allez partir par option. C'est-à-dire que ton choix ne soit pas une option, mais un vrai choix. D'accord. Moi, je peux résumer pour dire, tu feras de ton métier ta passion. Ouais. Et ainsi, tu n'auras pas à travailler. Si ton métier n'est pas ta passion, c'est que tu vas la trouver difficile, tu vas rencontrer des difficultés, des chocs, des coups bas, et tu vas abandonner. Mais quand c'est ta passion, d'abord, tu te retrouves là-dedans, et quoi qu'il arrive, tu vas être performant. Voilà. Tu vas performer. D'accord. Si tu devais revivre ton parcours, referais-tu les mêmes choix? Si je devais revivre mon parcours, je vais... Serais-tu cuisinier ou pas, ou tu ferais autre choix? Si tu devais revivre ton parcours. Je serais cuisinier. D'accord. Et qu'est-ce qui allait changer? Peut-être ma collaboration avec le monde de l'emploi. C'est la seule chose que je vais changer. Comment? Explique-nous un peu. Les plus grands échecs que j'ai connus sont venus de mes collaborations sans suspicion avec mes partenaires. Je n'ai pas compris, je voudrais qu'on comprenne. Les plus grands échecs que j'ai connus dans ma carrière sont venus de mes collaborations sans suspicion avec mes partenaires dans mon parcours. D'accord. Donc, c'était la seule chose que je voulais changer, que je pouvais changer si c'était à revivre. Mais si la cuisine, c'est la seule chose que j'aime faire. C'est ta passion. C'est ma passion. Tue-moi dessus. D'accord, on va avancer rapidement. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui rêve de devenir cuisinier? Je lui dirai 3 mots. Première chose, deviens cuisinier parce que c'est ton choix et non une option. D'accord.
La deuxième chose, ne te décourage pas, peu importe les échecs. Peu importe le challenge que tu vas rencontrer. D'accord. La troisième chose est que de penser à sa santé physique et mentale à tout instant. Quelle phrase motivante aimerais-tu laisser à ceux qui suivent mon parcours? Ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Tu veux être cuisinier, pâtissier, boulanger, barman, dis-toi ceci. Je dois être le reflet de moi-même chaque jour. Ne cherchez pas à vous comparer à quelqu'un, cherchez à vous comparer à vous-même et vous serez meilleur. Et ne laissez jamais, never, jamais quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. C'est l'essence de la réussite. Et on n'a pas besoin d'avoir de mentor dans ce domaine? On a toujours besoin d'avoir un mentor, mais je le dis, est-ce qu'on est déjà à ce stade-là Au Bénin? au Bénin? Je ne pense pas. D'accord. Peut-être demain, à leur tour. Alors, si on doit faire une comparaison en matière d'art culinaire, qu'elle soit africaine, européenne, je ne sais pas, asiatique ou américaine, quelle différence faites-vous ou laquelle choisissez-vous? Naturellement, je vais choisir l'art africaine. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui m'identifie aux autres. D'accord. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je fais de la cuisine afro-fusion. Je ne fais ni totalement la cuisine africaine, ni totalement la cuisine européenne, ni totalement la cuisine des autres continents, mais je fais une cuisine fusionnée. J'utilise des techniques de la cuisine française dans la cuisine africaine. Merci pour avoir partagé avec nous ces excellents moments. On a beaucoup apprécié, surtout dans l'art de faire la cuisine, d'arriver dans l'art de faire la différence entre la cuisine européenne, la cuisine africaine, et aussi nommer au plan national et au plan international. Et c'était un moment vraiment très riche. Voilà, c'était le chef Jean Roland, un homme qui nous a montré qu'avec de la détermination, une passion peut devenir une véritable vocation. Merci, chef Jean Roland. Merci d'avoir été authentique avec nous et pour ce moment de partage. Merci, consultant M. Alban. Alors, vous qui nous suivez, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus inspiré dans l'histoire du chef Jean Roland. N'oubliez pas, restez connectés à la chaîne RAD TV et surtout à l'émission Mon Parcours. Un mot de fin? Oui, consultant M. Alban, c'est... Consultant Alban, simplement, ça va? Consultant Alban, c'est pour dire à la jeune génération, vous voulez être le meilleur, vous pouvez l'être. Soyez juste aux endroits, au bon moment. Au bon endroit. Au bon moment. Formez-vous, parce que c'est ça qui fera de vous des expérimentés demain. En tant que chef Jean Roland aujourd'hui, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai eu les plus gros échecs de ma carrière, mais de ces échecs, je me suis relevé parce que c'était pas une option pour moi d'être cuisinier. C'était un choix. Donc je ne pouvais pas abandonner. L'amour du travail bien fait. C'était mon mot de fin. Un parcours beaucoup inspirant. Nous avions appris beaucoup, que nous soyons clients ou nous soyons acteurs. Avec le chef Roland, on a voyagé à travers la cuisine. Et je puisse vous dire que le chef Jean Roland est le manager de plusieurs restaurants ici au Bénin. Et pour ceux qui nous suivent, nous avons initié cette émission pour mettre en valeur ceux-là qui nous nourrissent chaque jour, mais qu'on ne connaît pas. Et donc, nous sommes faire le devoir d'aller à la rencontre aujourd'hui du chef Jean Roland, un acteur caché, quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Mais pourtant, les présidents ont mangé, son assiette. Pourtant, des ministres ont mangé son assiette, des députés, des grands footballeurs ont mangé son assiette en venant ici à Cotonou. Alors, vous avez un parcours inspirant. N'hésitez pas à nous contacter sur ce numéro et nous viendrons vers vous pour mettre notre lumière sur vous afin que on puisse vous connaître.
Alors, pour ceux qui veulent savoir, votre produit ne peut pas être vendu si on ne met pas de lumière sur cela. Et pour aller encore plus droit, je dirais, vous ne pourrez pas vendre un produit si on ne vous offre pas de visibilité. Aujourd'hui, nous nous positionnons à donner la visibilité aux entrepreneurs et à leur entreprise à travers nos émissions sur RAD-TV. N'hésitez pas à nous contacter. Nos contacts sont en train de se défiler au bas de l'écran. Nous sommes là, H24, à vous recevoir et à vous promouvoir. Merci et à très bientôt. Sur l'émission spéciale dédicace, d'abord, je remercie le consultant M. Alban pour m'avoir permis de parler de mon parcours, de parler de ce que j'ai vécu, des hauts comme des bas. Et je m'en vais spécialement également remercier toute ma famille, spécialement mon frère, mon compagnon de tous les temps, Romuald Agouba, celui-là même qui a été l'épaule sur laquelle j'ai pleuré beaucoup de fois. Je remercie également tous ces restaurants que je suis passé, Fiesta Food à mes débuts, La Bratière, La Riviera, La Maquise, chez AD, le restaurant Les Deuxièmes, en passant par First Time, MC Bouffe, Cornetto, Le Tabac, La Violette, le restaurant Kukli, le restaurant 12-17, le restaurant El Fuego. Je remercie tous ces partenaires-là qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir parler de mon parcours, de pouvoir parler de ce que j'ai vécu. Je les remercie sincèrement du fond du cœur. Et je tiens également à leur dire une phrase. Si peut-être ça n'a pas marché, c'est de l'expérience que j'ai acquise à leur côté. J'ai enseigné, j'ai été enseigné. C'est le mieux que je peux dire. Aujourd'hui, je suis le chef cuisinier de Macumba. Je prie l'Éternel de m'accompagner dans cette nouvelle aventure pour que je puisse demain m'asseoir dans quelques années encore et dire ouais, j'ai apporté un plus-value à la restauration dans l'Afrique et dans l'Afrique de l'Ouest. Je tiens également à remercier mon associé, Monsieur Dinos, Monsieur Didier, le consultant Didier, pour tout son soutien, tout ce qui m'apporte tous les jours sur des différents projets sur lesquels on intervient ensemble. Le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, nous rendons visite à une de nos plus grandes clientes en ce qui concerne les achats en ligne. Oui, je me présente, Queen Shiba, artiste de la Martinique. Je vis au Bénin depuis 1 an, c'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait 1 an que je vis au Bénin. Vous connaissez Authentic Express? Bien sûr que je connais Authentic Express. Il m'a été conseillé par un petit cousin à mes enfants. Je lui disais que j'avais besoin de récupérer des choses en France commandées, mais je ne sais pas comment faire. Et il m'a dit, mais il y a Authentic Express et je connais le patron d'Authentic Express. Et il m'a donné le contact. J'ai téléphoné. Il m'a dit que je pouvais venir. Et j'avoue que je suis ravie. Un accueil chaleureux, des vendeurs compétents. À Authentic Express, les gens prennent le temps. Alors, faites-nous confiance pour tous vos achats en ligne.